En mars 1966, un homme trapu entre dans un pub londonien. D'un rapide coup d'œil dans la salle, il reconnaît immédiatement l'homme qu'il cherchait. Celui-ci buvait tranquillement derrière le bar. C'est alors qu'avec une aisance désinvolte et un plaisir non dissimulé, il lui tire 2 balles dans la tête, avant de se retourner vers les autres clients du bar, de crier son nom et de leur ordonner d'oublier tout ce qu'ils venaient de voir. Et comme si de rien n'était, il sort ensuite et s'enfuit dans une voiture qui l'attendait. Cet homme s'appelait Ronald Kray. Lui et son frère jumeau, Reginald, contrôlaient depuis plus de 10 ans la quasi-totalité du monde criminel londonien. Par ailleurs, la mafia américaine travaillait sur leur protection en Angleterre et les gangsters locaux ne voulaient sous aucun prétexte s'opposer à l'organisation des frères surnommée The Firm. Leurs relations en haut lieu s'étendaient jusqu'à la Chambre des Lords et leur réputation de tueurs impitoyables a contribué à la création d'un code tacite appelé la loi du silence. Et, selon celui-ci, personne n'osait coopérer avec la police, ce qui rendait les frères pratiquement invulnérables face à la loi. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie qu'aucun écrivain ne pourrait inventer. Voici Ronald et Reginald Kray de l'autre côté de la loi. Les jumeaux voient le jour le 17 octobre 1934 de l'union de Violette et Charles Kray. Leur père était un commerçant typique qui ne pouvait pas rester en place et qui était constamment en mouvement, achetant et vendant toutes sortes de marchandises. Il était rarement à la maison, mais il subvenait bien aux besoins de sa famille, de sorte que Violette et ses enfants, sans pour autant mener grand train, avaient néanmoins un toit et ne manquaient de rien. Le quartier dans lequel les frères passèrent leur enfance s'appelait l'East End. Il ne se distinguait pas par son luxe ni par sa richesse. C'était un quartier ouvrier typique où, plus que l'autorité de la reine, seule la loi de la force primait. Les hommes de l'East End n'ont, pour la plupart, que 3 choix. Soit travailler dur dans un emploi légitime, soit se consacrer à l'entraînement à la boxe et espérer se faire un nom, ce que beaucoup ont fait d'ailleurs, soit sombrer dans l'illégalité. Au plus haut de la hiérarchie criminelle de l'East End trônaient ce qu'on appelait les villains, ce qui signifie littéralement méchant ou vilain en français. Les villains étaient des hommes durs qui construisaient leur autorité par de nombreuses bagarres, tout en gagnant de l'argent grâce à la soi-disant protection des petits commerçants. En d'autres termes, ce sont des racketteurs qui se battent constamment, soit pour défendre leur territoire, soit pour en conquérir de nouveaux. Cela rappelle en partie ce que Martin Scorsese a montré dans son film Gang of New York. Ce mode de vie de l'East End existait déjà depuis des décennies, et les jumeaux ont grandi en écoutant les histoires de leur père sur les vilains d'antan, mais aussi en observant les vilains de leur époque. Leur grand-père paternel était un grand combattant de rue et portait le surnom de Crazy Jimmy Kray. Lui-même simple commerçant, il se battait néanmoins avec presque tous les bandits de l'East End et sortait souvent victorieux de ses escarmouches. Leur grand-père maternel était quant à lui surnommé Cannonball dans sa jeunesse en raison de la puissance des coups de poing qu'il portait lors des combats de boxe. Comme vous pouvez le comprendre, Ronnie et Reggie ont grandi dans un environnement où les dictats du pouvoir régnaient. Il n'est donc pas surprenant que, dès leur plus jeune âge, ils aient commencé à vivre selon les mêmes règles. Les caractéristiques physiques héritées de leur grand-père, qui leur permettaient de gagner des combats, n'ont fait que les conforter dans l'idée que la violence pouvait être utilisée pour obtenir ce qu'ils souhaitaient. La petite enfance des jumeaux s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela ne les empêchait pas de passer beaucoup de temps dans la rue où, imitant des vilains adultes, ils organisaient des bagarres avec les garçons des rues voisines. À chaque fois, Ronnie et Reggie se défendaient mutuellement, mais en même temps, ils étaient en compétition l'un avec l'autre. Voici comment Reginald décrivait la situation à l'écrivain John Pearson, qui écrivit plus tard un livre sur eux. Si quelqu'un me lançait un défi et que je refusais, Ronnie le savait et ne cessait de me le reprocher. Nous nous battions le plus possible pour que l'autre ne puisse rien nous reprocher. Cette rivalité, apparue très tôt, les suivra à l'âge adulte avec des enjeux bien plus élevés qu'auparavant. À la même époque se formeront chez les jumeaux leur attitude à l'égard des forces de l'ordre. Les habitants de l'East End avaient généralement une attitude négative à l'égard de la police et, dans la grande majorité des cas, ne coopéraient pas, réglant tous leurs problèmes de manière plus conventionnelle, ce qui a sans doute influencé le point de vue de Ronnie et Reggie en la matière. Mais l'ancrage définitif des opinions anti-police est venu d'un exemple plus personnel pour les 2 frères. Leur père a déserté l'armée pendant la guerre et s'est caché des autorités dans l'East End, se rendant souvent chez lui. Tout aussi souvent, la police est venue le chercher, prenant souvent Charles par surprise. Dans ce cas, les jumeaux devaient jouer un rôle de distraction pour que le père ait le temps de s'enfuir ou que les flics ne trouvent pas l'endroit où il se cachait. Si la pègre fait partie de la vie de Ronnie et Reggie, la boxe en fait également partie. Leur grand-père avait boxé, leur frère aîné aussi, et l'East End était rempli d'histoires sur les boxeurs locaux autant que sur les vilains locaux. Ainsi, il était presque acquis que les jumeaux se retrouveraient tôt ou tard sur le ring de la même manière. Lors de leur première séance d'entraînement au sein du club local, les frères ont été amenés par leur grand-père et, quelques années plus tard, on commença alors à parler sérieusement d'eux comme de l'espoir de l'East End.
Jusqu'à ce qu'ils deviennent professionnels à l'âge de 16 ans, les jumeaux ont remporté tous leurs combats amateurs, ce qui n'est pas du tout surprenant selon les souvenirs de leur entraîneur d'enfance sur la façon dont ils se sentaient à l'entraînement. La rivalité que j'ai mentionnée plus haut, les frères l'ont transposée dans le sport. Si, par exemple, Ronnie ne voulait pas se lever pour aller courir le matin, Reggie le traitait de mauviette et l'ego blessé de son frère l'obligeait à sortir de sous les couvertures. Cette rivalité les rendait presque fanatiques de leur travail et leur permettait de se donner à 110%. La seule chose qui n'a pas permis aux jumeaux de se réaliser pleinement sur le ring de boxe, c'était la violence de la rue, dans laquelle ils s'enfonçaient chaque année un petit peu plus. Ils ont d'abord été surpris en train de battre un homme avec des chaînes de vélo, après quoi il a miraculeusement survécu. Les témoins furent néanmoins intimidés avant le début du procès, et Ronnie et Reggie s'en sont tirés sans aucune condamnation. Plus tard, ils ont passé à tabac un policier qui leur avait fait une petite remarque. La seule chose qui les a sauvés d'une véritable condamnation dans cette affaire a été la demande de clémence d'un prêtre local, et les frères se sont tirés avec une peine avec sursis. Cependant, cela a pratiquement mis fin à leur carrière de boxeur, car les managers refusaient souvent de travailler avec des boxeurs connus pour leur brutalité en dehors du ring. D'autant plus que, dans un avenir très proche, ils allaient enterrer eux-mêmes tous leurs espoirs d'avenir sportif. La manière dont les jumeaux ont quitté l'armée en douce ne leur a pas laissé d'autre choix que de devenir les prochains bandits de l'East End. C'est leur premier démêlé avec la justice, au cours duquel ils auront clairement fait savoir qu'ils ne respectaient en aucun cas les règles, et ce, venant de qui que ce soit. L'histoire du service militaire des jumeaux, qui s'apparente davantage à une comédie policière qu'à des événements réels, commence en mars 1952 lorsqu'ils sont appelés à servir dans les Royal Fusiliers de Londres. Le premier jour, les frères n'apprécient pas particulièrement la discipline militaire et, après avoir battu un officier attaché à leur compagnie, ils quittent arbitrairement leur unité afin de rentrer chez eux comme si de rien n'était. Le lendemain matin, la police retrouve alors les jumeaux dormant paisiblement dans leur lit et les ramène à leur unité. Les autorités militaires locales ont décidé de ne pas faire d'histoire et ont placé les frères ainsi que d'autres fauteurs de troubles dans leur propre cellule de prison avec une peine d'1 semaine. Là-bas, ceux-ci rencontrèrent un voleur nommé Dickie Morgan, avec qui ils quittèrent à nouveau le lieu de service le premier jour après leur sortie de cellule. Cette fois-ci, ils décidèrent de ne pas rentrer définitivement chez eux, car ils n'y étaient restés qu'une nuit la dernière fois. Ainsi, comme leur père déserteur, ils venaient rarement chez leur mère, uniquement pour manger et faire la sieste. Le reste du temps, Ronnie et Reggie le passent dans les rues de l'East End, où Dickie Morgan, voleur depuis l'âge de 8 ans, les initie au monde criminel de Londres. Les jumeaux, avec Morgan et ses compagnons voleurs, pénètrent la nuit dans les boutiques des commerçants et y volent tout ce qu'ils peuvent transporter. Ce commerce leur permet de gagner un peu d'argent qu'ils vont ensuite immédiatement boire dans les pubs locaux où les frères, en plus de profiter de l'alcool, commencent à se forger une réputation et gagner en crédibilité en tant que combattants de rue sérieux. Connus auparavant comme des jeunes boxeurs prometteurs, ces jeunes hommes de 18 ans avaient désormais rejoint les rangs des durs à cuire de l'East End et étaient prêts à affronter tous ceux qui osaient les défier. La vie de débauche se poursuit pendant plusieurs mois et est interrompue par un gendarme qui le reconnaît dans la rue. Les jumeaux sont alors ramenés à l'unité et jetés dans leur cellule habituelle. Et tout recommence. Évasion, capture, enfermement. Et puis encore, et encore, et encore des dizaines de fois. En fin de compte, au cours de la première année de leur prétendu service, les frères Kay se sont tellement énervés qu'ils ont d'abord été placés dans une vraie prison pendant 1 mois pour avoir résisté à l'arrestation, puis transférés dans une unité militaire à Canterbury, où ils ont été gardés dans la cellule disciplinaire locale en attendant d'être jugés par une cour martiale. C'est ici que commence la partie la plus intéressante de l'histoire militaire des frères Kray, lorsque les jumeaux, par désœuvrement ou pour une raison quelconque, ont décidé de jouer à Charles Bronson avec leur gardien. Tout a commencé de façon anodine, en signe d'une protestation éphémère et compréhensible seulement pour les jumeaux, lorsque Ronald s'est rasé la moitié du visage et a refusé de manger. Mais c'est alors qu'a commencé un véritable théâtre d'absurdité et de violence. Ils jetèrent de la nourriture et de la vaisselle contre les murs, enlevèrent tous leurs vêtements ainsi que leurs laiteries et les déchirèrent en petits morceaux, et ce, en criant et en frappant sur les murs ainsi que les barreaux de la cellule. Et tout gardien qui tentait d'entrer dans leur cellule afin de calmer les prisonniers dans leur élan de violence était toujours confronté au poing des 2 boxeurs bien entraînés. Notamment, ils ont mis un seau sur la tête d'un gardien et l'ont frappé jusqu'à ce que le pauvre homme soit traîné hors de sa cellule par ses collègues. Un autre s'est approché trop près des barreaux et a été menotté avec ses propres menottes. Et un dernier, qui croyait en sa propre force, a été attaché à un poteau avec sa propre ceinture. Et pendant que ses collègues se précipitaient à son secours, Ronnie et Reggie étaient en train de répandre des journaux autour du gardien, y mettant le feu et exécutant une danse rituelle improvisée, comme s'ils réalisaient un sacrifice. Ils étaient si agaçants et ingérables que les gardes les emmenaient au bar local et leur offraient des verres pour les calmer. Le point culminant de toute cette folie a été une évasion afin d'assister au dîner de Pâques chez leur mère.
Dans le cadre d'un plan soigneusement élaboré, les frères et 2 autres prisonniers ont volé les clés de la cellule, se sont évadés, ont battu les gardiens 2 fois plus nombreux qu'eux et se sont échappés de l'unité militaire à bord d'une voiture prévue à cet effet. Le seul problème, c'est que les hommes en fuite ont volé une voiture pour eux qui n'avait assez d'essence que pour la moitié du trajet. Les fugitifs n'ont donc pas pu profiter des délicieux repas de leur mère puisqu'ils ont été capturés et ramenés en détention. Cet acte fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour le ministère de la Guerre et le tribunal fut convoqué en urgence, se tenant presque immédiatement après leur capture. Au cours du procès, Ronald et Reginald Kray sont condamnés pour leur frasque à une peine ridicule de 9 mois de prison et sont officiellement renvoyés du service militaire. Cette décision arrange les 2 parties. L'armée n'a plus besoin d'entretenir des soldats ingérables qui ne font que causer des problèmes, et quant aux Krays, ils peuvent enfin dire adieu au service militaire qu'ils détestent. Dans 9 mois, ils sortiront de prison avec l'idée que la violence est la clé de toutes les portes et ils commenceront à construire leur empire criminel, ouvrant même les portes les plus luxueuses et les mieux protégées avec cette clé. Selon les autorités, la peine de 9 mois de prison était censée punir le comportement des jumeaux, mais elle a en fait servi les frères de manière diamétralement opposée. D'une part, ils ont retrouvé la forme physique qu'ils avaient perdue durant leur fuite incessante, et d'autre part, ils ont acquis plus d'une douzaine de nouvelles connaissances criminelles. Les Kray sont sortis de prison, prêts à endurer immédiatement dans les affrontements incessants des gangs locaux et à reprendre leur place dans le monde criminel de l'East End. La petite délinquance à laquelle ils avaient participé avec Dickie Morgan pendant leur période militaire ne convenait pas aux jumeaux. Ce genre de commerce ne rapporte en effet pas assez d'argent et il est facile de se faire prendre. Les Kray ont décidé qu'ils avaient besoin d'une entreprise qui leur apporterait un revenu régulier et les aiderait à se faire un nom. Les yeux des jumeaux se posèrent bientôt sur une salle de billard délabrée qui avait depuis longtemps connu ses meilleurs jours. L'établissement, appelé The Regal, était un bar avec 14 tables de billard dont les principaux visiteurs étaient des gangsters locaux qui venaient là pour se saouler, se battre et voler encore plus d'argent aux gérants. On ne sait pas très bien pourquoi cet endroit continue d'exister. Aucune personne saine d'esprit n'aurait voulu le gérer et personne, sauf les frères Kray. Pour eux, c'était l'entreprise parfaite et ils faisaient une pierre deux coups. Premièrement, en arrachant l'endroit aux attaques constantes des gangs locaux, ils montraient leur force à tout l'East End. D'autre part, sans avoir à verser constamment de l'argent aux racketteurs, la salle de billard était tout à fait capable de rapporter un petit revenu régulier. Il ne restait plus qu'à persuader le propriétaire de l'établissement d'en confier la gestion aux jumeaux, ce qui n'a pas été difficile. Quelques vitres brisées, quelques intimidations après la fermeture et des messages anonymes demandant de brûler le bar ont eu raison de la patience du gérant, qui a fini par le mettre en vente. Au même moment, les frères Kray sont apparus et lui ont proposé 5 livres sterling par semaine pour le droit de gérer la salle de billard. Inutile de dire qu'il a volontiers accepté. Après avoir obtenu le bar, Ronnie et Reggie firent quelques rénovations, réparèrent les tables cassées et, presque immédiatement après l'ouverture, redonnèrent vie au Regal. En effet, presque tous les soirs, il s'y passait quelque chose qui faisait parler d'eux dans l'East End. Ronnie, par exemple, pouvait faire venir un géant et des nains d'un cirque itinérant, les saouler et les persuader de monter un spectacle. Il pouvait aussi faire venir un âne avec un chapeau de paille et convaincre tout le monde qu'aujourd'hui, il lui apprendrait à parler. Bien que ces pitreries amusaient le public, elles ne sont pas considérées comme les principales sensations. Ce sont les bagarres incessantes qui remplissaient ce rôle. Un jour, Reggie cassait la mâchoire d'un bandit local qu'il avait traité de pigeon. Et le lendemain, Ronnie et lui sortaient des sabres pour chasser du bar un gang qui voulait leur soutirer de l'argent. Quiconque voulait obtenir quelque chose des nouveaux propriétaires du Regal était voué à l'échec. Cette notoriété a fait de la salle de billard des jumeaux un refuge pour des dizaines de petits délinquants de l'East End, dont certains ont commencé à passer de plus en plus de temps avec les frères au fil du temps. Les gens commencent à se regrouper autour des Kray, une sorte d'organisation criminelle personnelle. Ils boivent ensemble, combattent ensemble les attaques du bar et s'aventurent ensemble dans des territoires étrangers pour défier les gangs locaux. Bien que cette dernière action ne soit pas encore un acte de conquête d'une nouvelle sphère d'influence, mais plutôt un amusement étrange, l'action elle-même a été préparée comme une opération militaire. Ronnie versait de l'argent à des garçons du coin pour qu'ils espionnent ce qui allait être attaqué et qui lui rapportent toutes les informations qu'ils avaient apprises. Ensuite, les rôles étaient attribués aux participants. Par exemple, si le combat devait avoir lieu dans un bar, quelqu'un s'y rendait à l'avance et s'y essayait en se faisant passer pour un visiteur, quelqu'un entrait par l'entrée principale et quelqu'un d'autre par l'arrière. Et lorsque le combat commençait, les adversaires étaient encerclés et n'avaient aucune chance de battre en retraite. Comme l'a raconté l'un des participants à ces incursions à John Pearson, le biographe des frères Kray, même si le combat était essentiellement pour le plaisir de se battre, les jumeaux se battaient comme si leur vie en dépendait, comme si les champs de la Seconde Guerre mondiale, plutôt que Londres la nuit, étaient tout autour d'eux. Faisant tomber un homme à terre, ils lui enfonçaient littéralement la tête dans le sol, sans une once de compassion. Parfois, ils semblaient même y prendre du plaisir.
Et si Ronnie avait apporté son sabre d'abordage préféré, acheté chez un antiquaire, les garçons de l'autre côté de la barricade n'avaient rien à leur envier. La violence, ancrée dans leur vie comme une clé permettant d'ouvrir toutes les portes, portait à nouveau ses fruits pour les jumeaux. Ces incursions et la défense réussie de leur bar leur avaient donné une réputation de combattants de rue impitoyables, voire fous à certains égards. De plus en plus d'éléments criminels commencent à s'intéresser aux frères Cray. Le Regal, base de leur petite organisation, devient un lieu de rassemblement pour des dizaines de voleurs et de cambrioleurs. Les bandits apportaient le butin aux jumeaux, qui, pour un petit pourcentage, pouvaient le garder sous leur protection, pendant qu'ils cherchaient un endroit pour le vendre. La police ne savait rien de la salle de billard des frères, et leur réputation leur permettait de se porter garant de la sécurité du butin. Très vite, cette connaissance grandissante permet aux jumeaux non seulement de mettre la marchandise en attente, mais aussi de mettre en relation voleurs et receleurs, ou encore celui qui avait un tuyau sur l'affaire et l'auteur en direct, recevant dans chaque cas un pourcentage différent. Les Cray sont devenus une sorte de garants du crime. On leur faisait confiance, on les respectait et leur autorité dans le monde criminel grandissait de jour en jour. Cependant, les grands acteurs ne les prenaient pas encore au sérieux. Pour des bandits d'âge mûr qui contrôlaient les rues, voire des quartiers entiers, deux garçons rassemblant des voleurs locaux dans leur salle de billard ne suscitaient pas beaucoup d'intérêt. Toute leur guerre avec d'autres petits gangs, qui ne rapportaient en fin de compte ni argent ni territoire, passait pour des enfantillages pour ceux qui se trouvaient vraiment au sommet du monde criminel. Tout a changé lorsque les Cray ont commencé à jouer le rôle de garant de la criminalité et à en tirer un pourcentage. Le gang qui dirigeait Myland Street et un quartier appelé Poplar s'est intéressé à The Firm. Ils voulaient que les Crays commencent à travailler pour eux et qu'ils leur versent un pourcentage de leurs gains. Pour s'assurer que les jumeaux comprennent bien la proposition, les chefs du gang les invitent à s'entretenir avec eux dans l'un des pubs qu'ils contrôlent. Lorsque cette invitation fut connue dans l'East End, le bruit courut que la première défaite sérieuse des Cray, dans un combat de rue, aurait eu lieu lors de cette rencontre. Il n'est pas surprenant que les gens aient pensé ainsi. Les meneurs de ce gang étaient trois frères qui n'avaient pas perdu un seul match de boxe amateur alors qu'ils étaient poids lourds. Alors que les jumeaux n'étaient que deux, qu'ils se situaient dans la moyenne de poids et qu'ils faisaient près de 10 cm de moins par rapport à ces types. Imaginez la surprise de la communauté criminelle lorsque, après la rencontre, on apprit que les frères Cray étaient non seulement sortis victorieux de ce combat, mais qu'ils avaient battu leur adversaire à tel point que l'un d'eux avait failli mourir, tandis que les jumeaux s'en étaient tirés avec quelques contusions et écorchures. Après cette victoire, le monde criminel de Londres ne pouvait plus ignorer les frères Cray. Avec eux, on commença à compter non seulement sur les petits voleurs et les cambrioleurs, mais aussi sur les grands bandits de l'East End. Et une fois l'autorité établie, il était temps de passer la salle de billard et de commencer à gagner beaucoup plus d'argent. En remportant ce combat, Ronnie et Reggie s'étaient emparés du territoire contrôlé par leurs rivaux vaincus et, avec lui, des dizaines de commerces qui payaient une redevance hebdomadaire pour ce que nous appelons dans ce pays un toit ou une protection. Dans l'East End de l'époque, il était en effet courant que le vilain qui contrôlait un certain territoire reçoive un petit pourcentage de toutes les entreprises de ce dernier en échange d'une protection contre les petits voyous. Étant donné que les habitants de l'East End ne se plaignaient pas particulièrement à la police et qu'il y avait beaucoup de petits gangs, cette protection était rentable non seulement pour les racketteurs, mais aussi pour leurs victimes. Ainsi, pour quelques livres par semaine, elles pouvaient travailler en toute tranquillité. Les frères Cray ont commencé à se faire payer sur tous les tableaux. Vous possédez un pub, vous payez les jumeaux. Vous vendez des fruits, vous payez les jumeaux. Vous tenez un club de jeux illégal ou une boutique de paris, il faut encore une fois payer les jumeaux. Si, auparavant, ils recevaient des intérêts de la part des voleurs sous condition d'assistance, il suffisait désormais que le vol ou le cambriolage ait lieu sur leur territoire. Donc, si vous avez volé, vous payez les jumeaux. Cambriolé, vous payez les jumeaux. Vous avez commis une escroquerie, je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je pense aussi que vous savez ce qu'il se passe si vous décidez de ne pas payer. Alors, dans la vingtaine, Ronnie et Reggie gagnaient bien plus que la grande majorité des habitants de l'East End. Ils portaient de beaux vêtements, des bijoux coûteux et possédaient leur propre voiture. Ronald avait même son propre coiffeur qui lui coupait exclusivement les cheveux. Mais cela ne suffit pas aux jumeaux, leur territoire étant extrêmement restreint. Pour étendre leur sphère d'influence, les frères doivent alors renverser le trône de deux vilains qui contrôlaient non seulement une grande partie de l'East End, mais qui se partagent également le riche West End. Ces rois du crime s'appelaient Jack Spot et Billy Hill. Pendant 10 ans, les gangs placés sous leur direction ont fonctionné sans conflit ouvert. Les deux chefs préféraient en effet résoudre les problèmes graves en négociant plutôt qu'en sortant les armes. Mais en 1955, il semble que cette longue paix soit sur le point de s'effondrer. Au fil des ans, Hill était devenu extrêmement méfiant et voyait des trahisons partout. Et de son côté, Spot pensait que cela le rendait fou et craignait une attaque. C'est pourquoi Jack Spot est venu voir les frères Cray en personne et les a invités à l'accompagner aux courses annuelles d'Epsom, où se trouve tout le gratin du monde criminel londonien.
Il voulait aussi les attirer à ses côtés afin qu'en cas de conflit ouvert, il ait comme allié l'un des groupes les plus puissants de l'East End. Les jumeaux acceptèrent l'invitation, mais n'avaient pas l'intention de se plier aux règles de Spot. Si le vieux gangster voulait utiliser les frères pour dissuader la guerre des gangs, en montrant qu'il avait le groupe d'alliés de l'East End le plus coriace et en égalisant ainsi les chances d'une nouvelle victoire, les Cray au contraire voulaient déclencher, au nom de Spot, le plus grand conflit de gangsters de Londres et, au cours de combats de rue, détruire d'abord les adversaires, puis écraser les alliés nominaux. Spot et Hill, cependant, ne se laissèrent pas faire. Le conflit qui les opposa dura 1 an et se limita à des escarmouches mineures, chaque fois réduites à néant par les anciens gangsters. Ils ne voulaient pas d'une guerre, car ils se rendaient compte qu'ils y perdraient tous deux de l'argent. Finalement, lassés de la situation, les deux gangsters se sont retirés en 1956, laissant la pègre londonienne dans un état de fracture. Le plan des jumeaux pour une guerre des gangs à grande échelle avait donc échoué, et il était désormais impossible d'opposer les deux groupes les plus puissants, ce qui rendait le fait de défier tous les gangs en même temps trop difficile, même pour les frères Cray. D'une guerre éclair, la conquête du trône criminel s'est transformée en guerre de tranchées pour les jumeaux. Bagarres et fusillades deviennent ainsi le lot quotidien des hommes de The Firm. Ils repoussent alors les attaques d'un autre gang, faisant de leur salle de billard un avant-poste, ou attaquent eux-mêmes les bandits qui croisent la route de l'organisation. C'est la vie qui plaît le plus à Ronald et il planifiait sans cesse des attaques, achetait des nouvelles armes, recrutait de nouveaux combattants et développait son réseau d'espions mineurs. Les membres de l'organisation l'ont même surnommé le colonel, juste pour cette raison. Il ne s'est pas contenté de ce surnom. Ronnie ne perdait aucun conflit et commençait à se sentir invulnérable. Cela lui revint à la fin de l'année 1956, lorsque la police l'arrêta dans sa voiture avec tout un arsenal d'armes, dont un couteau qui, quelques jours plus tôt, avait grièvement blessé un homme. La victime identifiera plus tard Ronald comme son agresseur et enverra le colonel, par son témoignage, en prison pour 3 ans. Cet emprisonnement séparera les jumeaux pour la première fois pour une période aussi longue et montrera clairement à quel point 2 personnes qui ne se distinguent pas extérieurement peuvent être différentes mentalement. En effet, quelques mois après l'emprisonnement de Ronnie, les affrontements avec les autres gangs se sont progressivement calmés. Il n'y avait plus de colonel toujours prêt à se battre et il s'est avéré que toute la violence pour la violence venait d'un frère et que l'autre, comme dans son enfance, ne voulait tout simplement pas passer pour un faible à ses yeux. Cela peut paraître idiot, mais si ce n'est l'influence d'un frère sur l'autre, il est impossible d'expliquer les changements qui se sont produits. Et des changements s'étaient produits, ceci plus qu'évident. Reggie recourait moins à la force et davantage aux négociations ainsi qu'aux alliances. L'arrêt de l'effusion de sang a libéré l'argent et le temps libre de Reginald qu'il a pu consacrer à l'expansion de son entreprise. Avec son frère aîné Charlie, ils achètent alors plusieurs pubs, ouvrent leur propre club de jeux et créent leur propre bookmaker. Reggie a alors détourné les bénéfices tirés du racket vers des activités légales ou semi-légales, créant de nouvelles entreprises rentables dont la plus grande réussite a été une boîte de nuit appelée The Tourers, entre guillemets les 2 R. Reginald crée à partir de cet établissement le premier club d'élite de l'East End et les voyous ainsi que les fauteurs de troubles locaux n'étaient pas autorisés à y entrer. Et à l'intérieur, tout se passait selon les canons des meilleurs clubs du riche West End. C'est ainsi que, très vite, plusieurs représentants de la classe supérieure s'y sont retrouvés, dont beaucoup n'étaient pas hostiles à l'idée de faire connaissance avec le propriétaire prospère d'un club célèbre. Pendant les quelques années où Ronnie était en prison, Reggie, sans s'en rendre compte, a fait un pas très important sur la voie de leur ascension criminelle. Il a noué ses premières relations dans les cercles les plus élevés. Sans cet outil, la tentative d'étendre son influence dans les quartiers branchés de Londres aurait sûrement échoué. C'est l'East End qui peut être maîtrisé par la seule force brute. Dans le West End, une approche globale est nécessaire, et les relations n'y sont pas pour rien. Et Reggie, qui a déjà tout ce qu'il faut pour commencer à y étendre son influence, a l'intention d'ouvrir plusieurs clubs de jeux illégaux dans le West End, dont ses nouvelles connaissances lui ont dit en toute confiance qu'ils deviendraient bientôt légaux. L'entreprise qu'il dirigeait ressemblait de plus en plus à une entreprise légale et, dans quelques années, elle commencerait certainement à rapporter à ses propriétaires un bon revenu passif leur permettant de ne plus jamais participer à des combats de rue. Cependant, le colonel était sur le point d'être libéré, et il n'était pas satisfait de cette évolution. Alors que Reggie était à l'extérieur, dirigeant son entreprise et profitant de la vie, Ronnie était en prison, essayant de faire face à ses propres démons. Au début, tout allait bien. Il était placé dans une prison de haute sécurité près de Londres, où Reggie et les autres membres de The Firm venaient souvent le voir. Les détenus étaient du même monde que Ronnie, si bien qu'il s'est senti comme un poisson dans l'eau et s'est même fait un nouvel ami. Tout a changé lorsque le colonel a été transféré dans une prison moins restrictive pour bonne conduite. Tout d'abord, la prison était beaucoup plus éloignée de Londres et Reggie ne pouvait donc plus venir lui rendre visite aussi souvent. D'autre part, les prisonniers n'étaient pas des criminels endurcis et ne s'approchaient pas de lui. Ronnie se retrouve alors seul pour la première fois de sa vie. Ainsi, peu à peu,
il s'est replié sur lui-même. Il ne parlait plus aux autres, n'écrivait plus de lettres à sa famille et ne lisait plus de livres. Et si ce n'était pas suffisant, il était également toujours tendu, comme s'il s'attendait à une attaque. Pour cette même raison, il a cessé de se nourrir, disant au gardien que ses repas étaient empoisonnés. Il ne dormait pas la nuit et restait assis devant le miroir pendant des heures, comme s'il essayait de voir qui il voyait dans son reflet. Ce comportement alarma les autorités pénitentiaires, qui mirent en place une surveillance constante du colonel, ce qui fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase et provoqua sa dépression nerveuse. Il s'est alors jeté sur les gardiens qui le surveillaient en criant qu'ils ne pouvaient pas le tuer. Dès que possible, Ronnie est transféré à l'unité psychiatrique de la prison de Winchester, d'où sa mère reçoit 3 jours plus tard une lettre officielle. Votre fils Ronald Cray a été déclaré fou. Un diagnostic plus précis, celui d'une schizophrénie paranoïde, est posé à l'hôpital psychiatrique de Long Grove. Lorsque Reggie l'a appris, il n'a cru aux paroles du médecin et il pensait que son frère ne faisait que des bêtises, comme il l'avait fait pendant leur période à l'armée à Canterbury. Il ne pouvait donc pas laisser Ronnie à l'asile et organisa son évasion. Une fois libre, le colonel se sent d'abord mieux, mais le fait qu'il doive toujours se cacher, ainsi que son refus de prendre les médicaments qui lui sont prescrits, ramène vite les choses à la normale. Il recommence à soupçonner une conspiration, ne reconnaît même plus Reggie et tente finalement de se suicider en se taillant les veines. Ce comportement du colonel convainc même Reggie que son frère a besoin de soins médicaux. C'est ainsi que lui et sa mère persuadent Ronnie de retourner volontairement à Long Grove où il y restera jusqu'en septembre 1958, date à laquelle les médecins jugent que son état s'est normalisé et autorisent les autorités à emmener Ronnie pour qu'il purge le reste de sa peine. Au printemps 1959, le colonel Ronnie Cray retourne dans l'East End. Les médicaments prescrits par les médecins lui permettent de garder la même apparence qu'auparavant, mais les idées qui émergent dans son cerveau révèlent le schizophrène paranoïaque qui sommeille en lui et dont l'appétit pour la violence est sans aucune limite. Lorsqu'il apprend que Reggie a fait la paix avec presque tous ses anciens ennemis en son absence, Ronnie devient furieux et traite son frère de traître. En l'espace d'un mois, le colonel entraîne à nouveau The Firm dans des conflits interminables avec d'autres gangs. En 1959, les frères Cray ont ainsi pris le contrôle de la quasi-totalité de l'East End. Bien que Reggie puisse désormais dire adieu à une vie tranquille et des revenus légaux, la situation au sein de l'organisation ne peut être qualifiée de déplorable. En effet, il ne reste pratiquement plus aucun gang à Londres qui soit prêt à défier les jumeaux, et l'argent que rapportait leur racket suffirait jusqu'à leur mort. 4 ans plus tard, après la première tentative d'usurpation du pouvoir criminel, les frères Cray ont enfin obtenu ce qu'ils voulaient. L'âge d'or des frères Cray a été marqué par la prise de contrôle de l'un des plus prestigieux établissements de jeux londoniens des années 1960, l'Esmeralda Bourne. C'est lors de l'une de ces éternelles croisades que Ronnie rencontre un homme d'affaires prospère du nom de Peter Raman, qui, pour rembourser les jumeaux, lui donne le nom du véritable propriétaire du Bourne, ce qui n'est pas difficile à trouver. Et le propriétaire de l'Esmeralda, ayant entendu parler des frères, a immédiatement accepté de vendre son établissement. C'est à partir de là que commence l'histoire des frères Cray, racontée dans le film Legend. Si beaucoup de gens les connaissent grâce à ce film, je ferai tout de même quelques remarques sur la conformité de leur histoire, car le scénario du film a pris un grand nombre de libertés artistiques par rapport à la réalité. Avec la prise de contrôle de l'Esmeralda, Reggie Cray a bien été condamné à 1 an et demi de prison, et la gestion de l'entreprise est revenue à Ronnie. Mais il serait erroné de penser que le colonel a laissé l'entreprise à des frères, et l'Esmeralda Bourne en particulier tombait en ruine pendant cette période. En fait, les choses étaient un peu différentes de ce que les auteurs de Legend ont montré. Oui, Ronald était un psychopathe qui aimait la violence, certes, mais il n'était pas du tout l'imbécile que le film dépeint. Si Reggie cherchait à mener The Firm vers le succès financier, Ronnie n'était intéressé que par le pouvoir. Il n'est donc pas surprenant que l'entreprise, en l'absence de Reginald, ait commencé à subir les pertes monétaires, mais en même temps, le colonel a réussi à renforcer l'influence des jumeaux, et ce, tant dans la rue que dans les hautes sphères de la société. Le déclin de l'Esmeralda Bourne n'est pas vraiment dû au fait que le comportement de Ronnie ait fait fuir tous les clients. En fait, c'est parce qu'il a commencé à accorder trop de crédit. En effet, si l'établissement ne pouvait pas se plaindre du nombre de joueurs, seuls quelques-uns payaient leurs paris perdus. Et c'est ainsi que d'un club respectable, l'Esmeralda se transforma en un ramassis de joueurs et de gangsters qui devaient constamment de l'argent à Ronnie Cray. Le colonel appréciait le fait que des dizaines de personnes lui devaient de l'argent, et lorsque les affaires du club allaient mal, les gars de The Firm arrachaient les dettes de jeu aux mauvais payeurs. C'était une forme spéciale de divertissement que Ronnie Cray avait inventé pour lui-même. Mais même si le colonel avait détruit tous les revenus légaux de la société pour son propre plaisir, les frères pouvaient toujours compter sur le racket dans l'East End, où la poigne de fer de Ronnie en l'absence de Reggie ne faisait qu'accroître leur influence. Ce sont d'ailleurs ces fonds qui permettent à Ronald de mener une vie de playboy extravagant. À cette époque, il reconnaît ouvertement son homosexualité et commence à s'afficher en public avec ses amants.
Outre son amour de la violence, le colonel a également développé une autre passion. Il aimait être au centre de l'attention. Ronnie fréquentait alors les meilleurs restaurants et clubs de Londres, y injectait de l'argent et acceptait volontiers la compagnie de la haute société. Et son homosexualité affichée lui permettait de faire des dizaines de rencontres avec des compagnons de route, dont certains siégeaient même à la Chambre des Lords. Ainsi, lorsque Reggie sort de prison, il ne voit pas devant lui une auge brisée, mais les vestiges de la partie légale de l'entreprise qu'il a bâtie, sur lesquels repose le potentiel de construction d'un projet bien plus vaste. Et il s'y est attelé sans tarder. La balance a été ramenée au sein de The Firm. Ronnie, le yin, voulait de plus en plus de pouvoir et de violence, et Reggie, le yang, savait comment transformer ce pouvoir croissant en argent. Au cours du premier mois suivant son retour, Reginald réussit à rassurer son frère et commença à nettoyer l'Esmeralda Barn des mauvais payeurs, améliorant brièvement la situation de l'établissement. Il organise ensuite une expansion à grande échelle du racket des établissements de jeu, plaçant alors sous sa protection la quasi-totalité des casinos de Londres, et ce, en recourant à un minimum de violence. À cette époque, l'autorité des frères était telle que la simple mention du nom Cray suffisait à obtenir ce qu'ils voulaient. Il n'est donc pas surprenant que lorsque la légalisation des jeux d'argent à Londres a commencé à attirer des gangsters d'autres pays, ce sont les frères Cray qui se sont impliqués dans la protection de leur établissement. Le partenaire le plus célèbre des jumeaux dans ce type de coopération était le chef de la famille mafieuse de Philadelphie, Angelo Bruno. Au début, The Firm travaillait avec la mafia comme avec d'autres propriétaires d'établissements de jeux, recevant une redevance fixe pour la protection, mais ensuite, lorsque les clients de l'autre côté de l'océan ont senti le terrain et ont décidé d'augmenter le flux d'investissement, les jumeaux ont commencé à recevoir un pourcentage des bénéfices de chaque casino, tout en aidant à l'ouverture de nouveaux établissements. Autre type de coopération. Les frères Cray ont aidé leurs collègues italiens à vendre des obligations volées au Canada pour un total de 2 millions de dollars, en recevant, selon divers rapports, de 50 à 75% des bénéfices réalisés. Ils étaient assistés par un homme nommé Leslie Payne. On ne sait pas exactement quand Leslie a rejoint The Firm, mais au moment de l'achat de l'Esmeralda Barn, il était déjà avec les jumeaux et les aidait à régler des questions juridiques. Payne était un homme d'affaires qui avait perdu 14 de ses entreprises à la suite d'une série de circonstances et qui était devenu une sorte de comptable et de conseiller économique pour les frères Cray. C'est lui qui a eu l'idée d'un système frauduleux qui a rapporté jusqu'à 10% du revenu total de The Firm. Pour faire simple, les jumeaux trouvaient une personne qui a fait ses preuves et qui, en cas d'arrestation, se taira. Ensuite, ils l'enregistraient comme société de commerce de gros. La société ainsi créée louait un entrepôt, faisait de la publicité dans les journaux et embauchait des employés, créant ainsi l'image d'une entreprise en activité. Le propriétaire nominal de l'entreprise se rendait ensuite dans une banque et effectuait un dépôt en guise de fonds de roulement. Ils utilisaient ensuite ce dépôt pour payer les fournisseurs pour leurs marchandises, qui étaient immédiatement vendues à divers magasins à un prix réduit, et l'argent reçu était retourné à la banque. Et lorsque les fournisseurs et la banque commençaient à faire confiance à cette entreprise, le maximum de crédit possible était alors demandé à la banque. Le dépôt était retiré, et tout cet argent était utilisé pour acheter le maximum de marchandises aux fournisseurs, qui étaient ensuite vendus au magasin à moitié prix, au comptant. Et bien sûr, dès que l'entrepôt était vide, le propriétaire de l'entreprise disparaissait immédiatement dans une direction inconnue, donnant alors la majeure partie de l'argent à la firme Cray. Toutes ces fraudes et ces raquettes ont rapporté aux frères une fabuleuse fortune que Ronnie, malgré son désir de gaspillage, n'a pas pu dépenser. Reggie commença à nouveau à réaliser son rêve de transformer The Firm en une entreprise légitime. Avec Payne, il blanchit l'argent par l'intermédiaire d'établissements de jeux et de clubs, puis l'investit dans l'achat de pubs, l'ouverture de nouveaux casinos et de salles de paris, de boîtes de nuit et d'autres entreprises légitimes. Les acquisitions les plus importantes ont été celles des boîtes de nuit de Kentucky et Cambridge Rooms. L'ouverture de ces deux établissements s'est accompagnée de fêtes qui ont fait du bruit et auxquelles assistait toute la haute société londonienne qui, en dehors de l'ouverture de ces clubs, ne dédaigne pas de fréquenter les jumeaux. En côtoyant des acteurs, des chanteurs, des boxeurs et même des hommes politiques célèbres, les frères Cray n'ont pas pu éviter la publicité. Pour le grand public, ils étaient des hommes d'affaires prospères et s'il y avait des opinions selon lesquelles les jumeaux n'étaient pas exactement des citoyens respectueux de la loi, elles étaient immédiatement étouffées par des salves de dons que Ronnie et Reggie faisaient régulièrement. Ils donnaient de l'argent aux orphelinats et aux hôpitaux, mais soutenaient également les maisons de retraite et les écoles. Si vous lisez les journaux de ces années-là, vous aurez peut-être l'impression que les frères Cray étaient presque des saints, et ils étaient heureux de soutenir cette opinion, qui n'a pas faibli même après le scandale public dans lequel le président du Parlement, Lord Botby, a été accusé d'avoir eu des relations homosexuelles avec Ronald Cray. Il faut dire qu'à l'époque, une telle accusation était passible d'une véritable peine de prison. L'essentiel de l'affaire est qu'en 1964, le journal Sunday Mirror
a publié un article dénonciateur qui s'est avéré être la vérité par la suite, accusant Lord Bobby et Ronald Gray d'avoir eu une affaire. Quelques semaines plus tard, The Times publiait une lettre ouverte de Lord Bobby dans laquelle, après avoir falsifié les faits, il mettait à mal les thèses du Sunday Mirror et menaçait de porter plainte pour diffamation si les journalistes ne produisaient pas de preuves tangibles de leurs dires. Et comme les journalistes n'avaient aucune preuve, ils ont dû publier un article d'excuses, retirer tous leurs propos et payer 40 000 livres à Boddy. Ils ont également dû cesser toutes leurs enquêtes journalistiques liées aux activités criminelles des frères en raison du risque de conséquences juridiques, car la poursuite des attaques contre Ronnie après les excuses publiques qui lui ont été présentées aurait fait beaucoup de bruit. Et l'absence de preuves solides aurait à nouveau contraint le journal à payer un lourd tribut pour diffamation. Presque immédiatement après le scandale, les Cray ont été à nouveau attaqués, cette fois non pas par des journalistes, mais par des forces de l'ordre. Les frères bien connectés étaient extrêmement difficiles à approcher d'un point de vue juridique, mais l'officier de police Nipper Reed y est presque parvenu. En effet, il trouve un certain Hugh McCowan qui accepte de témoigner contre les jumeaux en affirmant qu'il lui réclame 50% des bénéfices de son club, ce qui est confirmé par l'arrestation d'un certain Teddy Smith, qui a fait des ravages dans le club de McCowan. Ronald et Reginald sont immédiatement placés en détention. Mais Reed est loin d'imaginer l'opposition à laquelle il va devoir faire face. Tout d'abord, les frères ont engagé les meilleurs avocats londoniens en matière de défense pénale. Ensuite, ils ont demandé à la Chambre des Lords une libération sous caution, qui leur avait été refusée et que Lord Booth avait soutenue avec véhémence lors de l'audience. Enfin, ils ont soudoyé plusieurs jurés, et comme à l'époque, en Angleterre, un vote négatif dans un jury signifiait un nouveau procès, le détective privé engagé par les frères a eu le temps d'apprendre que McCowan avait été dans plusieurs cas un informateur de la police, ce qui faisait de lui un témoin peu fiable. Le nouveau procès s'est donc conclu par un acquittement total des jumeaux. Cerise sur le gâteau, un Nipper Reed en colère s'est rendu à la fête de l'acquittement des frères pour confronter les crapules qui lui avaient échappé. Il les a bien sûr regardés dans les yeux, mais il a ensuite été rapidement transféré dans un autre lieu d'affectation, car Scotland Yard a commencé à recevoir des dizaines de lettres indiquant que Reed avait été vu à la même fête que les frères Cray. Il va sans dire que les lettres provenaient des jumeaux eux-mêmes. Après la réussite des frères sur tous les fronts décrits précédemment, plusieurs questions logiques se posent. Que faisait Ronnie à ce moment-là? Reggie a-t-il vraiment réussi à calmer son frère fou? Profitait-il vraiment de la vie pendant tout ce temps? Oui et non. Il avait profité de la vie au maximum, bien sûr. Mais ses tendances paranoïaques et sa soif de violence n'avaient pas disparu. À un moment donné, tout allait bien et il aidait même son frère dans ses affaires. Et puis il y avait un changement d'humeur soudain et il pouvait partir vivre dans une camionnette au milieu des bois pendant quelques mois. Ou bien, il voulait partir au Congo à la recherche d'anciens trésors. Il voulait même créer la plus grande équipe d'assassins de l'histoire des organisations criminelles et coordonner ses actions dans le monde entier. Bien que cette idée, comme beaucoup d'autres, ait quitté son esprit au bout d'un certain temps, Ronnie continuait à développer son armée de combattants. Alors qu'auparavant, il s'était limité à des gars de Londres, aujourd'hui il recrutait aux quatre coins du Royaume-Uni. En plus du commerce criminel, Ronnie trouve des emplois légaux pour toutes les nouvelles recrues, ce qui rend difficile l'identification des nouveaux membres du gang par la police. Parallèlement à l'armée de combattants, le réseau d'espions du colonel s'est développé, passant d'une bande de garçons du coin à des dizaines de petits délinquants, barman, chauffeurs de taxi et autres personnes qui sont bien informées et ont des oreilles partout. Si quelqu'un détenait des informations précieuses, Ronnie était heureux de les acheter. Tous ceux qui ne voulaient pas être impliqués dans les affaires de The Firm, mais qui voulaient s'attirer les faveurs des frères, étaient heureux de partager tout ce qu'ils entendaient avec le colonel. Le seul problème, c'est que Ronnie n'avait nulle part où utiliser son armée qui ne cessait de grandir. Aucun gang de Londres n'était prêt à engager les jumeaux dans une guerre à grande échelle. Ronald n'avait que des conflits mineurs à se mettre sous la dent. Quelqu'un s'est battu dans un bar avec un membre de The Firm? Ou a dit du mal des frères? Le colonel, dès qu'il l'apprenait, lançait immédiatement une opération pour trouver cet insolent et le punir personnellement. En général, cette inquisition consistait à frapper et à poignarder, sans aller jusqu'à l'assassinat pur et simple. Le gang de Richardson était le premier depuis longtemps à permettre à Ronnie d'aller au-delà des petites querelles et de goûter à la véritable guerre des gangs. Plusieurs raisons expliquent ce conflit. La première était l'animosité personnelle. En effet, au sein du gang Richardson, il y avait plusieurs membres avec lesquels Ronnie avait de vieux comptes à régler. Il s'agissait de Frankie Fraser, qui était en conflit avec les frères depuis le conflit entre Spot et Hill, et qui était toujours en vie uniquement grâce à une peine de prison. Ainsi que George Connell, qui avait été membre du gang des jumeaux, les Watney Street Boys, et qui dénonçait souvent et ouvertement l'orientation sexuelle de Ronnie. La deuxième raison était que les Richardson commençaient à étendre leur activité sur le territoire des jumeaux, ce qui provoquait un conflit d'intérêts économiques.
Enfin, la troisième et dernière raison est que les Richardson ne craignaient absolument pas les frères Cray, et au point d'envoyer Ronnie et Reggie sur les roses lorsque ceux-ci leur ont demandé de cesser leur expansion. Le colonel voit en cela l'invitation tant attendue. Tous les combattants de The Firm sont immédiatement armés et le réseau d'informateurs ne travaille plus que dans une seule direction. Ronnie contacte les chefs de tous les gangs qui ont eu affaire aux Richardson et forme avec eux une alliance militaire. Une fois toutes les forces mobilisées, il commence à préparer un plan d'attaque qui ne sera néanmoins jamais mis en œuvre. Les Richardson tombent en effet entre les mains de la police lors d'une fusillade avec un autre gang qui n'étant rien impliqué dans le conflit avec les Cray. Le seul à avoir échappé à l'arrestation est George Cornell et Ronnie déchaîne toute sa colère sur lui. Il tue Cornell dans le pub devant une douzaine de témoins, éliminant ainsi le dernier membre important du gang des Richardson. Il s'agissait des derniers rivaux sérieux de The Firm. Les Cray s'emparent enfin du trône des rois du crime londonien. Mais comme c'est souvent le cas, les vertus qui permettent à un homme d'accéder au sommet peuvent souvent s'avérer totalement inadaptées pour l'y maintenir. Le meurtre de Cornell fut un élément tellement médiatisé que les journaux eux-mêmes doutaient de pouvoir s'en tirer. Tout l'East End savait que Ronnie était le tireur, si bien que les frères décidèrent de partir au Maroc pendant un certain temps. Cependant, la loi du silence n'a pas été brisée et dès que l'affaire a été classée faute de preuves, les Cray sont immédiatement rentrés en Angleterre où une surprise désagréable les attendait. En effet, la façon dont Ronnie avait traité Cornell avait effrayé non seulement ses ennemis potentiels, mais aussi ses alliés. Si bien que pendant que les frères étaient au Maroc, Leslie Payne a quitté la ville et n'a plus donné signe de vie. Mais de plus, de nombreux propriétaires de maisons de jeux ont commencé à offrir des revenus annuels pour éviter d'avoir à traiter avec The Firm. Les membres de l'organisation commencent également à cette époque à craindre que l'agressivité incontrôlable de Ronnie ne les affecte également. Les jumeaux ont voulu racheter leur autorité, d'abord et avant tout devant leurs propres employés, avec l'évasion spectaculaire de Frank Mitchell, un ami de prison de Ronnie surnommé le bûcheron fou. Mitchell purgeait une peine sans date de libération précise et cette évasion était un moyen d'attirer l'attention sur lui pour que les autorités fixent enfin une date exacte. Le 12 décembre 1966, le bûcheron s'évade de prison, qui ressemblait à une colonie de peuplement, et est emmené par des hommes de The Firm dans un appartement à Londres. Mitchell y restera un peu plus de 10 jours, pendant lesquels il écrira plusieurs lettres ouvertes qui seront ensuite publiées dans les principaux journaux d'Angleterre. Dans ces lettres, le bûcheron lance un appel aux autorités indiquant qu'il ne reviendra en prison que lorsqu'il connaîtra la date exacte de sa libération. Le plan des frères n'a cependant pas fonctionné et les lettres sont restées sans réponse. Mitchell, constamment enfermé entre quatre murs, devient de plus en plus nerveux. Il prend alors une arme à l'un des hommes de The Firm qui le garde et menace les jumeaux que, s'ils ne tiennent pas leurs promesses, il ne retournera jamais en prison et partira en cavale, ce que les Cray ne peuvent pas permettre. Et en fin de compte, un plan qui avait commencé comme une restauration de l'autorité n'a abouti qu'à sa détérioration. Le 24 décembre 1966, Frank Mitchell est emmené de son appartement londonien vers une destination inconnue. Cet incident fut encore plus grave pour les Cray que le meurtre de Cornell. En effet, même si George avait été tué devant tout le monde, il restait l'ennemi, alors que Mitchell était l'un des leurs. Et si l'on ajoute à cela le fait que Ronnie, ayant perdu ses ennemis tangibles, a commencé à en inventer des fictifs, dressant des listes de ceux qui pourraient potentiellement le trahir ou de ceux qui pourraient venger les personnes qu'il avait tuées, ajoutant souvent des personnes qui n'avaient rien à voir de près ou de loin avec les premiers comme avec les seconds, la méfiance et la peur des siens n'ont fait que croître. Aux problèmes rencontrés par The Firm s'ajoutaient ceux de la vie privée de Reggie. En réalité, la relation entre Reggie et Frances, que presque tous les films sur les jumeaux ont mis en avant, tient en fait en quelques phrases. La jeune femme est tombée amoureuse d'un gangster qui, pendant la période de séduction, n'a pas montré la face cachée de son monde. Et lorsqu'après le mariage, le vrai visage de son époux a été révélé, elle n'a pas pu supporter la folie qui l'entourait. Ainsi, après une douzaine de tentatives pour quitter son mari qui n'ont pas fonctionné, elle est tombée en dépression, insatisfaite de sa vie, et s'est suicidée. Et quand on voit comment Reggie a vécu cet événement, il a probablement éprouvé des sentiments très forts pour elle. En effet, il a pris une grosse cuite immédiatement après les funérailles et est devenu aussi explosif et imprévisible que Ronnie. À 2 reprises, il tenta de tuer le frère de Frances pour l'avoir prétendument piégé à son sujet, mais à chaque fois, il s'est ravisé au dernier moment. Cependant, dans son délire alcoolique, il a commencé à écouter de plus en plus les idées folles de Ronnie et, une fois, il a failli tuer un homme innocent que le colonel avait accusé de maltraiter Frances. Partout où Reggie apparaissait, il se passait forcément quelque chose. Il pouvait tirer une balle dans la jambe d'un homme, lui taillader le visage avec un couteau ou le battre à moitié à mort sans raison. Noyant son chagrin dans l'alcool, Reggie devint alors la copie conforme de son frère psychopathe, entraînant The Firm dans un cycle de violence sans fin qui a culminé avec un nouveau meurtre historique.
La victime était l'un des agents de The Firm, Jack McVitie, surnommé Hat. Jack travaillait avec les jumeaux depuis un certain temps et avait accompli de nombreuses sales besognes pour eux. Son seul défaut était l'alcool, ce qui le rendait imprévisible et le poussait souvent à commettre des folies. Mais McVitie aimait bien Reggie et il s'en tirait toujours à bon compte. Jusqu'au jour où il entra dans l'un des pubs des jumeaux avec un fusil de chasse menaçant de tuer ses frères. Cette nouvelle parvint à Ronnie dès le lendemain et l'on peut alors conclure que le destin de McVitie était déjà scellé à partir de ce moment-là. Jack Hat est alors attiré dans un appartement où les jumeaux l'attendent et, après une brève lutte, il est tué d'une série de coups de couteau et disparaît à jamais de l'East End. Avec la mort de McVitie Hat, The Firm devient enfin un monde isolé, dominé par la violence et la méfiance. Ceux qui quittent l'organisation des frères, craignant pour leur vie, sont constamment menacés et sommés de se taire. Quant à ceux qui restaient avec les jumeaux, ils ne s'accrochaient à eux que pour l'argent et étaient prêts à quitter le navire à la première menace sérieuse. Cependant, les frères Cray ne se soucient plus vraiment de ces changements. Reggie, toujours sous le choc de la mort de Frances, s'impliquait peu dans les affaires de The Firm, tandis que Ronnie, même dans ses bonnes années, avait inventé beaucoup de traîtres qui étaient maintenant devenus réalité. Dans ces conditions, Reggie ne pouvait ni ne voulait essayer de freiner les obsessions de Ronnie, et le colonel commençait à mettre en œuvre sa propre vision de l'avenir de The Firm. Il trouve un terrain d'entente avec Alan Cooper, l'homme qui a aidé les journaux à vendre des obligations après le départ de Leslie Payne. Cooper est un homme d'affaires extrêmement trouble. Officiellement, il possédait une banque privée, mais dans le monde interlope, il était connu comme un contrebandier qui aidait à transporter de l'or vers l'Extrême-Orient et était impliqué dans des affaires d'armement. Cooper soutint avec enthousiasme les idées de Ronnie visant à étendre les activités de The Firm à l'échelle mondiale. Ainsi, il lui a promis de le mettre en contact avec des fournisseurs d'armes et de drogue, décrivant avec enthousiasme les sommes d'argent que cela rapporterait et la façon dont cela augmenterait le pouvoir des jumeaux. Et pour prouver ses dires, il a même emmené Ronnie à Paris et à New York où il le présente à des gangsters locaux. Tout cela donnait l'impression que les choses n'allaient pas aussi mal qu'elles le paraissaient, mais ce sentiment était trompeur, car la violence accrue commença à attirer sur les jumeaux l'attention de Scotland Yard, qui décida d'organiser une enquête secrète dirigée par Nipper Read, un homme qui, à un moment donné, avait été très proche des frères. Cette fois-ci, Reed est soutenu par ses supérieurs, qui sont prêts à lui apporter tout leur soutien. Nipper en profite et pose alors deux conditions. La première est qu'il recrute sa propre équipe. La seconde est que l'enquête menée à Scotland Yard ne soit connue que de la hiérarchie. Son équipe de 14 personnes est alors installée dans une pièce séparée, où elle enquête officiellement sur la corruption de la police. La première chose que fait Reed est de passer en revue les anciens membres de The Firm, et bien que cette démarche n'apporte aucun résultat direct et qu'il ait, en outre, compromis le secret de l'opération, cela a permis indirectement à Nipper d'obtenir l'un des témoins les plus importants. La rumeur du retour de Red se répandit dans l'East End à une vitesse vertigineuse et atteignit Leslie Payne qui, après son départ de The Firm, fut victime d'une tentative d'assassinat de la part des frères. Payne lui-même contacte Nipper et lui révèle tout ce qu'il sait sur les activités des frères Cray. Reed disposait alors de dizaines de noms de personnes impliquées dans les affaires de The Firm, ainsi que des centaines de noms de personnes ayant souffert des activités des jumeaux. Le problème, c'est que les personnes qui ont témoigné refusaient catégoriquement de confirmer leurs déclarations devant le tribunal, tant que les frères avaient la moindre chance de se venger. Nipper a donc dû documenter tous les témoins, en leur assurant que leur nom n'apparaîtrait pas dans l'affaire tant que les Cray et leurs associés ne seraient pas derrière les barreaux. Il avait besoin d'un acte d'accusation sérieux contre les frères, qui les isolerait derrière les barreaux et inclurait ensuite des dizaines de dépositions sur d'autres chefs d'accusation. Peu de temps après, Reed a eu cette opportunité tant attendue. La police avait alors arrêté un tueur à gages muni de 4 bâtons de dynamite qui exécutait une commande pour The Firm. Le tueur révéla aux inspecteurs tout ce qu'il savait sur les activités des frères et a même livré le client, qui s'est avéré être Alan Cooper. Quelle ne fut pas la surprise de Reed lorsque, interrogé, Cooper lui révéla qu'il travaillait pour les services de renseignement américains et qu'il avait été présenté aux frères Cray avec l'autorisation de Scotland Yard. C'est ainsi qu'il a été décidé d'utiliser Cooper comme agent secret dans cette affaire, mais d'une manière ou d'une autre, les frères Cray ont appris le lien entre Reed et Cooper et ont cessé tout contact avec ce dernier. Il commençait à sembler que l'affaire ne progresserait pas au-delà d'une dizaine de témoins secrets et que les frères Cray resteraient en liberté. Nipper Reed décide alors de prendre un risque et d'utiliser les témoignages de Cooper, de l'assassin de Leslie Payne comme principaux éléments de l'accusation. Le 8 mai 1968, à 6h du matin, 25 membres importants de The Firm, dont Ronald et Reginald Cray, sont simultanément arrêtés. Dans un premier temps, après les arrestations, les gens craignaient encore de témoigner contre les jumeaux, car quelques voyous importants de The Firm étaient toujours en liberté.
Mais une fois qu'ils ont été mis derrière les barreaux, la loi du silence a été abandonnée. Aux témoins existants se sont ajoutés quelques dizaines d'autres, parmi lesquels d'anciens membres de The Firm. Finalement, le tribunal a pu prouver les meurtres de Cornell et de McVitie ainsi que des dizaines d'autres délits. Le 8 mars 1969, Ronald et Reginald Kray sont condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 30 ans. Ronald Kray a purgé 26 ans de sa peine et est décédé d'une crise cardiaque en 1995. Reginald Kray a purgé 31 ans et a été libéré 35 jours avant de mourir d'un cancer le 1er octobre 2000. Pendant leur incarcération, chacun des frères a écrit sa propre autobiographie et les noms de Ronnie et Reggie Kray ont été régulièrement cités dans la presse jusqu'à leur mort. Plus de 30 livres ont été écrits sur les jumeaux et une dizaine de films basés sur leur vie ont été réalisés. C'est l'histoire de Ronald et Reginald Kray, une histoire qu'il était impossible de croire la première fois. C'est probablement pour cette raison qu'ils sont connus comme des légendes criminelles de l'Angleterre. En effet, ce ne peut être que dans une légende qu'un schizophrène paranoïaque ayant un goût prononcé pour la violence et un champion du monde de boxe raté ont pu devenir les rois du crime de Londres.